Merci beaucoup pour l'invitation. Je n'ai pas vraiment prévu de faire une présentation de moi-même, mais c'est vrai que ça vaut peut-être la peine de dire que donc moi, je viens d'un champ de recherche très différent. C'est d'ailleurs un peu un challenge pour moi de venir parler à des gens spécialistes de l'enseignement des langues, alors que ça n'est pas mon domaine. J'espère que je vais vous convaincre qu'on a des choses à apporter dans le domaine des sciences cognitives et de la psycholinguistique. En fait, moi, j'ai travaillé depuis le début de ma carrière scientifique avec des linguistes, mais avec des linguistes qui faisaient de la linguistique théorique très, très formelle, des syntacticiens, en fait, dans l'approche générative de la syntaxe, qui donc, c'était Luigi Rizzi, qui était un des élèves de Noam Chomsky. Et donc, j'ai été formée à la linguistique du fait de travailler avec eux. Et je pense que je faisais partie, et ça n'a d'ailleurs pas été facile pour moi, je faisais partie des psycholinguistes qui pensent qu'on ne peut pas convenablement étudier les mécanismes de traitement, surtout quand on s'intéresse aux phrases, aux structures des phrases, sans travailler et collaborer avec des théoriciens de la syntaxe. Et en même temps, c'est un challenge aussi parce que c'est des théories qui sont très abstraites. Donc, il fallait réfléchir aux prédictions sur le plan comportemental que font ces théories, puis voir comment on peut les tester en laboratoire, puisque ce que moi je fais depuis 25 ans, 25-30 ans, c'est vraiment de l'approche en labo, où on va pouvoir zoomer sur un processus très, très, très ciblé. J'ai travaillé pendant 20 ans sur l'accord grammatical. Ça peut sembler farfelu, mais en fait, il y a une quantité phénoménale de questions qui se posent quand on observe comment les gens se comportent dans certaines situations. En particulier, je m'intéressais aux mécanismes d'interférence dans l'accord. Donc, toutes les situations où les gens font des erreurs, essayer de voir qu'est-ce qui fait que les gens font plus d'erreurs dans telles conditions que dans telles conditions, et sur cette base-là, faire un modèle des représentations syntaxiques dans la tête des gens. Et ce qui était assez joli, c'est qu'on a systématiquement validé les prédictions de la syntaxe théorique, entre autres des prédictions sur les traces intermédiaires du mouvement syntaxique, qui sont des choses qu'on ne voit pas, qui se manifestent dans la syntaxe de certaines langues, mais pas dans la syntaxe des langues qu'on étudiait, et où on observait en fait que ces traces intermédiaires peuvent interférer sur l'accord grammatical. C'était assez joli, cette interaction entre la syntaxe théorique et la psycholinguistique expérimentale. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau axe, un nouvel axe de recherche que j'ai commencé à développer il y a quelques années. Et comme vous le voyez dans le titre, d'ailleurs, j'ai un tout petit peu changé parce que j'avais mis morphologie dérivationnelle du français, mais on a aussi des données sur le grec. C'est pas du tout que le français. Mais donc voilà, je m'intéresse à l'enseignement des langues chez les migrants. Et je me suis dit, je vais dire deux mots de pourquoi j'en suis arrivée à ces questions. Et le point de départ, en fait, mis à part le fait que quand j'avais de mes 15 à mes 25 ans en Belgique, j'ai beaucoup travaillé avec des migrants, pas du tout dans le cadre de la recherche. Il y avait un très grand centre d'accueil des migrants à l'aéroport où on allait régulièrement pour éviter des débordements de la police et tout ça. Donc, j'avais une expérience des migrants. Mais en 2016, on a eu une commission dans la fac de psycho qui a été créée. Et le but du président de la commission, c'était de dire comment est-ce qu'on pourrait faire de notre faculté une faculté exemplaire. Alors, c'était très modeste comme ambition et on a été chargé de plancher sur cette question-là. Et à ce moment-là, c'était 2016, donc ce qu'on a appelé la crise migratoire. Et je me suis dit, au fond, en tant que psychologue, parce que la psychologie, c'est une entité qui regroupe en fait des gens qui sont formés de manière très, très différente, avec des objets d'études différents, des méthodes de recherche différentes. Hein. La psychologie clinique, ça n'a rien à voir avec la psychologie cognitive ou avec la psychologie sociale ou la psychologie du travail. Et on a tous quelque part des cordes à nos axes, à nos arcs, pour potentiellement intervenir de manière pertinente sur cette question de la crise migratoire. Et ce que j'ai proposé, c'était de créer, au tout début, c'était des cafés solidaires qui existent en fait depuis février 2017, qui ont continué depuis lors. Alors, c'est quoi ces cafés? C'est un espace dans la cafétéria de l'université, tous les mercredis des semaines où il y a cours, entre 9h et 11h, qui est un espace où on offre comme ça des cafés et des croissants. Et c'est un espace d'échange entre la communauté académique, beaucoup d'étudiants, mais aussi des profs, des secrétaires, du personnel administratif. Donc, c'est l'occasion pour nous de se rencontrer.
et d'échanges avec la population migrante et essentiellement des migrants forcés, donc des personnes qui relèvent de l'asile, mais pas que. Et ce qui fait la particularité de ces cafés, c'est qu'ils ne sont pas du tout conçus comme un espace de charité ou un espace d'aide aux migrants. Ça existe, des associations évidemment d'aide aux migrants. Nous, c'est pas ça qu'on fait. C'est vraiment un espace où les gens se rencontrent. C'est un espace de connectivité sociale. Les gens échangent et les membres de la communauté universitaire réalisent très rapidement tout le bien que ça leur fait, en fait, de venir passer un moment à prendre un café, à sortir de son téléphone et à créer de la vraie connexion sociale, à rencontrer des gens qui ont des parcours de vie intéressants et à discuter aussi de la langue d'origine de ces personnes. Et donc, c'est dans le cadre de ces cafés que moi, j'ai commencé à, à, à poser des questions à des réfugiés qui venaient d'Érythrée sur le tigrinya, qui est une langue sur laquelle on sait très, très peu. En fait, il y a l'une ou l'autre thèse de doctorat. On sait trois fois rien. Il y a des choses incroyables dans le tigrinya. Le genre des mots, le genre grammatical est variable en fonction de toute une série de propriétés. Et donc, en échangeant avec ces gens dans le cadre de ces cafés, pas juste sur leur langue, mais aussi sur les cours de langue, parce qu'ils avaient beaucoup à dire sur ces cours de langue, j'ai réalisé que beaucoup étaient assez frustrés de ces cours de langue. D'une part, frustrés parce que parfois à Genève, ils devaient attendre plus d'un an pour avoir accès à des cours de langue, donc un an d'attente sans pouvoir commencer à s'intégrer, mais aussi frustrés par rapport aux modalités, en fait, parce que dans les cours qui étaient donnés par l'Hospice général, il était interdit de s'asseoir à côté de quelqu'un qui parle la même langue. Et les profs leur disaient, c'est pas ce qu'on veut, il faut pas que vous parliez dans votre langue. Ici, vous devez apprendre le français, on va parler français, français, français. Donc, certains profs interdisaient même l'usage du téléphone portable, euh, ce qui est évidemment très troublant pour des personnes qui sont déjà, qui ont un parcours compliqué, qui arrivent dans une culture complètement différente et qui n'ont pas ce point de repère qui est leur langue maternelle. Donc ça, c'est les cafés solidaires. Et dans le cadre de ces cafés solidaires est venue aussi l'idée d'un deuxième programme que j'ai lancé en 2018, qui s'appelle UniR, qui tourne chaque année pendant un semestre. Et ça, c'est un programme où un étudiant et un réfugié sont amenés à interagir ensemble toutes les semaines, minimum 2 heures, pendant tout un semestre. Donc là, c'est toujours la même personne qu'on rencontre. C'est très différent des cafés parce que les cafés, on ne sait jamais qui sera là. Hein. Les cafés, ce n'est pas sur inscription. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité dans ces cafés. C'est ça aussi qui fait que les gens se sentent bien dans ces cafés. Tandis que Unir, c'est un peu plus contraignant. Il y a un petit contrat qui lie le réfugié et l'étudiant. Et ils vont donc être amenés à échanger toutes les semaines pendant 3 mois, 3 mois et demi, et donc développer des liens particuliers. Et donc, via ces deux programmes et tous les échanges que j'ai eus avec les personnes réfugiées, j'ai eu un certain nombre d'idées euh, qui m'ont donné envie d'étudier en fait l'apprentissage des langues. Mais à ce stade-là, ça restait encore assez complexe, ces programmes, parce que ces deux programmes, à la base, n'avaient aucun ancrage institutionnel. Donc, on avait un programme d'accueil des réfugiés avec un profil académique, pour leur donner des cours et leur donner l'occasion de refaire une carrière académique. Mais on n'avait pas du tout, et on a d'ailleurs cherché ailleurs en Europe, je pense qu'il n'existe pas de programme comme ça dans une université qui s'ouvre à des personnes de la cité qui ne sont pas des universitaires. Et en même temps, ça rentre tout à fait dans la politique de l'université. On a toute une charte politique où on incite les étudiants à s'intéresser à la diversité des cultures, à développer les principes humanistes, de citoyenneté. Mais finalement, il n'y a pas très souvent l'occasion de développer ça à l'université où on est entre nous. Mais néanmoins, c'était un challenge. Donc, ça a été assez compliqué de développer ces deux programmes. Et ces dernières années, ils ont trouvé tous les deux un ancrage académique. D'une part, j'ai créé en 2020 un cours qui est un cours interdisciplinaire sur la migration forcée, où j'ai une quarantaine de profs qui interviennent en tournante sur une leçon pour donner un regard disciplinaire sur la question de la migration forcée. Et les cafés solidaires se sont transformés en une association de l'université. Donc aujourd'hui, c'est une association. Et le programme UNIR, il est hébergé, vous pourrez jeter un œil, au Global Studies Institute, qui est l'institut
partenaire avec lequel j'ai développé ce cours sur la migration forcée. Donc, on a aujourd'hui cet ancrage académique qui nous a bien servi. Mais ce qui a été vraiment la source de ce que les Anglais disent du grand haha, ça a été ce film, Comparons nos langues, sur lequel je suis tombée un petit peu par hasard. Je sais pas si, j'imagine que vous connaissez tous ce film, puisqu'il a été réalisé par Nathalie et son équipe et le réseau Canopé. Et ça a été pour moi, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux en voyant ce film. Parce que moi aussi, je suis confrontée aux difficultés qu'ont nos étudiants à l'université, qui vont faire l'orthophonie, on forme les étudiants en orthophonie. Ils sont nulle part en troisième année de bachelor sur qu'est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe. Les notions de grammaire sont visiblement enseignées de telle manière que les adultes n'ont rien compris. Et là, je voyais cette manière de faire qui non seulement était géniale pour les jeunes enfants multilingues et dont le français n'était pas la langue maternelle, puisqu'ils étaient valorisés, ils étaient dans la position de celui qui sait, exactement celle que je retrouvais chez mes amis réfugiés dans les cafés solidaires, où je leur posais des questions sur leur langue, je voyais le plaisir qu'ils avaient à m'expliquer, à voir que je m'intéressais à leur langue. Et donc, non seulement ce film avait l'air de montrer que ça serait évidemment très utile pour les enfants réfugiés, mais aussi, moi, je me suis dit, très utile pour les francophones eux-mêmes. Si on enseignait le français comme ça, en exploitant les différentes langues, pour susciter l'induction, les mécanismes inductifs que les enfants font spontanément, mais pour les guider dans cette induction, ben ça me semblait génial. Je continue de penser que c'est génial. Et donc, ça a été un peu vraiment le point de départ au niveau, cette fois, de l'approche scientifique pour ma recherche. Et donc, dans ce nouvel axe, je continue de faire de la recherche fondamentale, mais évidemment, sur ce nouvel axe, il y a un double enjeu, un enjeu scientifique et un enjeu appliqué. Donc, deux mots sur le petit plan d'exposé. Déjà, une petite note pour ne froisser personne. Je vais continuer avec mes vieilles habitudes qui sont de dire L1, L2, parce que c'est très simple. Donc, L1, je veux dire la langue qui a été acquise en premier. L2, c'est toute langue qui a été acquise après. OK? Donc, désolé pour ce raccourci, néanmoins fort utile. Je vais dire deux mots et je vais passer quand même un peu de temps sur le cas de la recherche parce que tu m'as dit que j'avais 1 heure. Je n'ai pas du tout l'habitude de donner des séminaires d'1 heure, mais c'est génial. D'habitude, c'est plus court. Oui, c'est toujours plus court. Ça permet de 1 heure plus 1 heure de discussion. Donc, oui, un créneau. Si on a épuisé les questions. Oui, voilà, voilà. Et donc, j'ai le temps. Et donc, je me suis dit peut-être que ça serait utile pour vous de partager un certain nombre de connaissances qui sont accumulées en sciences cognitives et que peut-être vous connaissez ou pas ou peu, puisque je vais aussi évidemment parler de... Enfin, je vais assez peu parler de choses que vous connaissez très bien parce que je me sentirais d'abord très mal à l'aise puisque je vais probablement dire des bêtises parce que je ne suis pas du tout encore experte il y a une immense littérature dans votre domaine que franchement, je reconnais, je ne maîtrise pas. Donc, je me suis dit, je vais parler des choses que je maîtrise un peu mieux et qui, à mon avis, sont pertinentes parce que justement, c'est ça l'idée, c'est de faire des ponts qui existent assez peu, en fait, entre les sciences cognitives où finalement, on a développé des connaissances sur comment on fait pour apprendre une langue et les sciences du langage et même la pédagogie, tout ce qui est la didactique des langues, qui est en fait assez séparé de ce qu'on sait sur le plan scientifique de l'apprentissage des langues. Donc, je vais dire deux mots déjà des aspects comportementaux, des liens entre L1 et L2, puis deux mots de ce qu'on sait des aspects cérébraux, ensuite deux mots du mécanisme cognitif d'apprentissage d'une L2. Donc, vous voyez, je passe à différents niveaux, un niveau purement comportemental d'observation, niveau cérébral, niveau cognitif, et puis je dirais quelques mots évidemment de l'approche pédagogique. Et en particulier, je ne sais même pas comment il faut l'appeler. J'ai décidé de l'appeler ici pédagogie translangagière, mais j'ai réalisé au colloque l'année passée qu'il y avait beaucoup de débats assez houleux sur le bon mot. Je vais utiliser ce mot-là assez modestement, mais vous me direz si je dois le changer. Je suis prête à changer évidemment les termes. Et puis je dirais un mot aussi de la théorie, des théories qui existent sur le rôle des émotions dans l'apprentroussage. Ensuite, je vais vous présenter cette étude qu'on a faite, qui est une étude pilote. Je trouve important de l'appeler pilote parce que là, on est en train de faire mieux. Je dirais évidemment quelques mots des objectifs, le protocole qu'on a utilisé, et puis les résultats, où on a essayé de prendre des mesures, puisque je viens quand même
dans le domaine où on prend des mesures, euh, même si elles sont subjectives. Ensuite, j'ai décidé de faire un tout petit bonus sur une DIA, qui est un coup d'œil sur une étude qui est en cours, en ligne, qui permet de répondre à une critique qu'on pourrait adresser à notre étude pilote, et qui est une très, très grosse étude. On a des données aujourd'hui sur 325 participants. Donc, je donnerai un coup d'œil parce que les données sont très jolies et ne font que confirmer ou en tout cas, elles vont dans le même sens que les données de l'étude pilote. Voilà. OK. Donc, premier axe, le niveau comportemental. Là, probablement, je ne vous apprends pas grand-chose, que le, le, la, le comportement le plus massivement étudié chez les apprenants d'une nouvelle langue, en tout cas chez nous, en psycholinguistique, c'est ces effets de transfert, c'est-à-dire l'influence généralement de la L1 sur la langue qu'on est en train d'apprendre. Mais il y a aussi une série d'études qui montrent qu'il n'y a pas que la L1 qui va influencer la langue qu'on apprend. Il peut y avoir la L2 ou la L3. Si j'utilise des chiffres pour dire celle qui est apprise après celle d'avant, on a aussi des influences rétroactives de la L2 sur la L1. Je ne vais pas parler de tout ça. C'est des données très intéressantes aussi, mais c'est clair que les influences, les transferts les plus massifs, c'est de la L1 vers la langue qu'on est en train d'apprendre. Et donc, on a d'une part des transferts négatifs. Donc, ce que je vais appeler transfert négatif, je pense que peut-être vous utilisez ce terme-là aussi, c'est tous les cas où le mot ou la structure est différent en L1 et en L2, et par conséquent, le transfert amène à une erreur, puisque c'est différent. OK? Donc, un exemple sur le plan lexical, un exemple qui a pas été étudié, qui est un exemple personnel, le terme information en anglais, qui est un nom indénombrable, singulier, ben, en français, les francophones, ils vont avoir parfois tendance, quand ils parlent l'anglais, à dire I need informations on that topic. J'ai besoin d'informations au pluriel. C'est pas juste. En anglais, on ne peut pas utiliser informations au pluriel. Okay, c'est une propriété grammaticale du mot information. Une autre illustration, cette fois, c'est une étude expérimentale très jolie qui a été faite par une collègue à moi. Elle s'est intéressée au cas, en fait, aux situations d'accord du pronom possessif avec le nom, et parce qu'il y a des différences interlinguistiques intéressantes. Donc, en anglais, le pronom s'accorde en genre avec avec le possesseur, celui qui possède. Par exemple, Jane, I met her father. Euh, voilà. Donc, her est féminin comme Jane et non pas masculin comme father. OK? Euh, mais en italien, mais en italien, le pronom possessif, comme en français, il va s'accorder avec le père. J'ai rencontré son père, okay, on accorde son avec père et pas avec Jane. On a compris? Oui. Donc, différent. Puis elle avait aussi étudié la situation en espagnol, où le possessif singulier espagnol ne s'accorde pas, et en hollandais, où le possessif s'accorde comme en anglais, avec le possesseur. Et qu'est-ce qu'elle observe? C'est qu'il y a des erreurs de transfert de l'italien L1, quand des italophones parlent en anglais, ils vont faire des erreurs comme Jane, I met his father. Okay? Ils vont accorder le pronom possessif avec le nom, comme ils le font en italien. Ce qui est joli, c'est qu'il y a la même erreur en espagnol. Pourtant, en espagnol, c'est toujours su padre. Mais par contre, en espagnol, si le pronom est pluriel, on l'accorde aussi avec le possédé, ce qui est possédé. Donc, il y a une généralisation chez les Espagnols du cas d'accord au pluriel sur un cas d'accord au singulier en anglais. Et par contre, pas d'erreur chez les locuteurs hollandais, pour qui la langue est similaire, dans lesquels l'accord se fait de manière similaire à l'anglais. Donc ça, c'est une illustration d'un effet de transfert négatif en morphosyntaxe. Et puis ici, une illustration en syntaxe par rapport à l'ordre des mots. Donc si on regarde cette phrase en anglais, on peut l'interpréter que d'une seule manière, cette phrase, c'est une relative objet. Donc c'est la même chose en français.
voici la grand-mère que le peintre effraie. Donc, ici, le peintre est le sujet de effrayer. Et il effraie qui? Il effraie la grand-mère. Oui. Donc, la grand-mère est l'objet du verbe scare. Painter est le peintre est le sujet du verbe scare. Donc, on a une relative objet avec un ordre objet, sujet, verbe. Oui, en anglais comme en français. Tout le monde est d'accord avec l'analyse de cette phrase en français? OK. Il se trouve qu'en allemand, cette même phrase, je ne l'ai pas mise en allemand, mais c'est le même ordre des mots avec évidemment des particules grammaticales. Mais en allemand, cette phrase, elle est ambiguë. Grandmother, ça peut être l'objet et painter le sujet, comme en anglais. Mais comme l'allemand est une langue sauvée, grandmother, ça peut aussi être le sujet et painter l'objet. Donc il y a deux manières d'interpréter cette phrase qui est ambiguë quand on la produit en allemand. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Allemands, natifs de l'allemand, ils ont une préférence. Ils vont presque toujours l'interpréter comme SOV. Okay. Ce que les auteurs ont trouvé, c'est que des anglophones qui apprennent l'allemand, ils vont avoir une préférence pour l'interprétation de cette phrase qui correspond à l'ordre des mots de l'anglais, OSV. Okay. Donc, ils ont une préférence d'interprétation d'une structure ambiguë en allemand qui correspond à la structure en anglais. Okay. Donc là, on a un effet de transfert sur le plan syntaxique. Tout ça, c'est des cas de transfert négatif liés au fait que la langue n'est pas la même, la langue qu'on apprend n'est pas la même que la langue qu'on parle, que la LU. Mais on a aussi un certain nombre de cas où on va avoir des transferts positifs. Dans ce cas-là, le mot ou la structure est identique dans les deux langues, et donc ça va faciliter cette fois la production, puisque c'est la même chose. Petite illustration, bah, les fameux, j'ai appris qu'on disait cognac en français. Vous connaissez ce terme, les cognats? Cognates. En anglais, on dit cognates en français? Oui. Chez vous, on dit quoi? Moi, en je dis fait, cognate, mais voilà, c'est une des rares fois, je crois que j'ai quasi jamais donné de séminaire en France. Donc, je parle toujours en anglais. C'est la première fois que je parle en français dans un séminaire. Je donne cours en français. Mais du coup, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on traduit cognates pour les cognates, qui sont ces mots qui sont apparentés euh, et qui sont donc similaires sur le plan de la forme et de la signification. Par exemple, déplacement en français qui ressemble à displacement en anglais. Et donc, il y a des études qui montrent qu'on on apprend plus facilement ces mots-là quand ils ressemblent à un mot qu'on a dans sa langue maternelle. Rien de surprenant, mais c'est quand même intéressant à noter un type de transfert positif sur le plan lexical. Un autre exemple que je trouve assez joli, c'est une étude qui a été faite sur les consonnes finales non relâchées en anglais. Donc en anglais, on a des mots comme at, jump, je les prononce à la française ici, card, mais les anglophones, quand ils prononcent ces mots-là, ils prononcent très peu la consonne finale. Donc ils vont dire are, jump, car. Okay. Ça pose problème évidemment pour la perception du signal. Ce qui est intéressant, c'est que le mot qui précède va contenir en fait des indices, les éléments qui précèdent, oui, y compris les voyelles même du mot, mais même les mots qui précèdent vont contenir des indices qui aident à reconstruire la présence de cette consonne. Donc on sait que les anglophones, ils ont quand même du mal à traiter ces phrases-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en coréen, ce phénomène de consonne finale non relâchée, il est massif. Toutes les consonnes finales sont non relâchées. Donc les Coréens, dans leur propre langue, ils sont hyper habitués, hyper entraînés à porter leur attention sur ces petits indices qui leur disent qu'il y a une consonne à la fin de ce mot. Et ce qui est joli, c'est que les résultats montrent qu'en fait, les Coréens qui apprennent l'anglais, ils sont même meilleurs que les anglophones natifs pour détecter des consonnes finales en anglais dans leur L2. Donc là, ils se comportent même de manière supérieure à des natifs de la langue qu'ils sont en train d'apprendre. Ce qui est assez joli comme illustration. Mais il se trouve que quand on regarde ces transferts négatifs et transferts positifs, il y a un clair biais dans la recherche et aussi dans notre intuition. D'après vous, est-ce qu'il y a plus de transferts positifs ou plus de transferts négatifs? Qui pense qu'il y a plus de transferts négatifs? Plutôt oui, plutôt négatif. Qui pense qu'il y a plus de transferts positifs?
ils ont été à bonne école, qui pensent que c'est kiff-kiff. Voilà. C'est probablement kiff-kiff, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui transfèrent plus que d'autres. Toujours est-il que on a tous l'intuition, pas les gens qui travaillent expressément là-dessus, que les transferts négatifs sont plus importants. Pourquoi? Parce que eux, ils donnent lieu à des erreurs qu'on peut voir. Un transfert positif, ça ne se voit pas. Ça permet de générer quelque chose de juste. Et donc, dans la littérature en psycholinguistique, en tout cas, la grande, grande majorité des études portent sur les transferts négatifs. Et je pense que ça joue un rôle dans certaines approches sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure de l'enseignement, qui consiste à dire on va essayer maximalement de séparer les deux langues pour éviter les salades, pour éviter que ça se mélange dans la tête des gens. Parce que quand ça se mélange, on voit bien, ça donne des transferts négatifs. En niant le fait que c'est aussi intéressant parce qu'il y a quand même des transferts positifs. Euh, voilà. Toujours est-il que, évidemment, même si on voulait artificiellement essayer de séparer les langues, on ne choisit pas comment le cerveau fonctionne. Ça, c'est sûr. Et le cerveau, il ne fonctionne pas en séparant les langues. Il y a de plus en plus de données au niveau cérébral qui montrent qu'on a en fait deux grands réseaux cérébraux qui sont impliqués dans le bilinguisme. Et entre autres, les travaux de Abou Talebi là-dessus qui sont très importants. Un premier réseau qui est un réseau qui porte tout ce qui est représentation langagière, linguistique. D'une part, il y a un réseau assez spécifique pour tout ce qui est grammatical, connaissance plutôt procédurale. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle le gyrus inférieur, plutôt à gauche, frontal. Et puis, on a un autre réseau qui sous-tend plutôt des connaissances déclaratives, tout ce qui est les connaissances lexicales, sémantiques, les unités linguistiques. Ça, c'est plutôt des réseaux temporaux. Okay. Toujours est-il que c'est des réseaux spécifiques au traitement langagier. Mais on voit dans le bilinguisme qu'il y a un autre réseau impliqué, qui est un réseau responsable de contrôler ces représentations et qui typiquement va être mobilisé pour gérer la compétition qui est liée à l'intégration de nouvelles représentations langagières quand on apprend une nouvelle langue. Parce que quand on apprend une nouvelle langue, il y a plein de données récentes qui montrent que c'est les mêmes réseaux langagiers qui sont mobilisés pour la L1, la L2, la L3, même une langue qu'on maîtrise très peu, c'est les mêmes réseaux langagiers. Ça veut dire que quand on apprend une nouvelle langue, il faut aller intégrer cette nouvelle langue dans un réseau qui existe déjà pour notre langue L1 ou même pour les 2 ou 3 ou 4 langues qu'on a déjà. Donc, il faut les intégrer et donc il faut contrôler et éviter la compétition entre ces langues sur le plan cérébral. Et ça, c'est le réseau de contrôle de ces représentations qui est un réseau très frontal, cette fois bilatéral, et qui est un réseau qui mobilise aussi d'autres structures comme les ganglions de la base et des structures qui n'ont rien à voir dans le langage à proprement parler. Et donc, les différentes langues du bilingue sont représentées au sein du même réseau. Vous voyez bien que, pour faire un tout petit écho au débat qui m'a fort surpris, auquel j'ai assisté l'année passée lors de votre colloque, où j'ai compris que certains auteurs dans le domaine des sciences du langage essayent de dire que ça n'est pas vrai, qu'il y a différentes langues. C'est évident qu'il y a différentes langues. C'est pas parce qu'il y a un même réseau cérébral qui traite différentes langues qu'il n'y a pas de différentes langues. C'est évident aussi que c'est difficile de trouver une frontière claire entre des dialectes, entre des variantes de l'État et tout ça. Ça, c'est évident aussi. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de différentes langues, ça c'est clair que, en tout cas, ça n'est pas ce que pensent les psycholinguistes et les gens qui travaillent en sciences cognitives. Donc, il y a différentes langues, mais elles sont représentées au sein du même réseau. Ce qui est intéressant aujourd'hui aussi ces dernières années, c'est que en fait, on constate qu'il y a assez peu de, même parfois pas de différence entre les activations de L1 et L2 si le locuteur a un bon niveau de L2. Et aujourd'hui, les scientifiques s'accordent pour dire que la notion de période critique n'a pas lieu d'être. C'est clair que surtout pour les propriétés grammaticales, il y a des effets d'âge d'acquisition, mais l'idée d'une période critique, un seuil à partir duquel ça devient impossible ou extrêmement difficile d'apprendre une langue, n'est pas validée par la science aujourd'hui. Si par contre, le niveau de L2 est bas, ça reste toujours le même réseau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une activité
activation en fait plus forte, tant du réseau langagier que du réseau de contrôle cognitif. Voilà, petite parenthèse sur les données sur le plan cérébral en ce qui concerne les bilingues. Et tout ça, tant les effets de transfert qui montrent ces relations étroites entre L1 et L2, les données cérébrales qui montrent aussi ces relations étroites entre L1 et L2, et sur le plan cognitif, des processus cognitifs, je pense qu'on a aussi des bons arguments pour penser qu'on a un mécanisme qui va relier sur le plan cognitif les deux langues. Et ce mécanisme, j'ai proposé de l'appeler l'encodage basé sur la similarité. Ça sera l'occasion pour moi de faire une toute petite déviation sur un pan de la recherche fondamentale sur laquelle je travaille, qui est justement ces effets de similarité. Si on s'intéresse à un mécanisme, probablement le mécanisme le mieux connu, qui est le mécanisme par lequel on appréhende le monde qui nous entoure, c'est le mécanisme de catégorisation. On est tout le temps en train de catégoriser. Qu'on le veuille ou non, on peut dire oui, c'est mauvais, les prototypes, les ci et ça, oui, on peut essayer de se démarquer des prototypes, mais la catégorisation, c'est un mécanisme sans lequel on serait incapable de saisir le monde tellement complexe qui nous entoure. Oui. Donc, on fait des catégories. Et c'est quoi des catégories? C'est des ensembles d'entités qui se ressemblent. Donc, on a le principe de similarité qui est sous-jacent à ces catégories. Évidemment, ils peuvent se ressembler sur toutes sortes de traits différents, de manière très superficielle, perceptive, ou de manière plus profonde. Ça peut être des ressemblances sur le plan de relations causales, d'éléments relationnels, évidemment différents degrés d'abstraction dans ces ressemblances, mais toujours est-il que c'est un élément clé. Et donc, il y a en fait toute une série d'études dans le domaine des sciences cognitives et de la psycholinguistique sur le rôle de la similarité dans l'architecture cognitive. Ici, j'ai juste mis un exemple du Quarto. Je ne sais pas si vous connaissez ce super jeu, qui est un jeu qui repose sur la catégorisation, où on a différentes pièces. On va devoir faire des ensembles de 4 pièces qui peuvent soit être 4 grandes pièces ou 4 petites, auquel cas on a catégorisé sur base de la taille. On peut les catégoriser sur base de la couleur, il y a des noires, il y a des blanches, sur base de leur forme, il y a des carrés, il y a des rondes, ou sur base du fait qu'il y a un trou dans le haut ou qu'elles sont pleines. Okay? Donc, une même entité peut évidemment donner lieu à toutes sortes de catégorisations différentes en fonction des propriétés sur lesquelles va reposer la catégorisation. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Donc, l'encodage de l'information en mémoire, et il y a toute une série d'études sur la mémorisation et le rôle de la mémoire, entre autres dans le traitement de phrases, mais aussi de manière plus générale dans la psychologie cognitive, qui ont abouti à une énorme accumulation d'observations, de comportements, qui montre ce qu'on appelle l'interférence basée sur la similarité. En anglais, on dit similarity-based interference. C'est vraiment un terme clé aujourd'hui dans le domaine des sciences cognitives. Et on sait que dans tous les domaines de la cognition, la similarité joue un rôle à l'encodage en mémoire. Quand deux unités se ressemblent, on va avoir tendance à les encoder ensemble. Et là, la petite parenthèse sur mon travail de recherche plus fondamentale, c'est 2 petites illustrations de l'impact de la similarité dans la compréhension de phrases. Je vous ai dit que j'avais travaillé pendant plus de 20 ans sur l'accord grammatical. Je travaille d'ailleurs encore sur l'accord grammatical en bulgare. Mais on sait aussi accessoirement, parce qu'en général, on travaille sur des mesures sur différents types de mesures, mais plus récemment, on a pris des mesures simplement de compréhension de phrases pour voir comment les gens, les adultes, tout venant, comprenaient des phrases. Et ce qu'on a observé, c'est d'une part des effets de similarité sémantique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si on présente à des gens des phrases comme celle-ci, The canoe by the cabin likely was damaged in the heavy storm, ou The canoe by the sailboat, donc on manipule ce deuxième nom, c'est soit the cabin, soit the sailboat. Qu'est-ce qu'on a manipulé là? En fait, c'est la proximité sémantique de ce deuxième nom
au sujet de la phrase, canon. Cabine n'a rien à voir. Sailboat fait partie de la même catégorie sémantique que canon. OK? Donc, exactement les mêmes structures de phrase. La seule chose qui change, c'est la proximité sémantique entre ce deuxième nom et le sujet. Et à la fin de l'expérience, on pose la question, par exemple, what was damaged? Et on demande aux gens de choisir the cabin ou the sailboat. Donc, on force en fait les gens, en posant cette question-là, on veut tester s'ils ont convenablement parsé, traité la phrase, et qu'ils savent qui a fait quoi à qui, quel était le sujet. Qu'est-ce qu'on a observé systématiquement dans plusieurs expériences qu'il y a plus d'erreurs quand c'est sailboat que quand c'est cabin. Donc, the canoe by the sailboat engendre plus d'erreurs de compréhension de phrase chez des adultes, significativement plus que the canoe by the cabin. Donc, effet de la similarité sémantique entre deux mots. Et on a tout un modèle computationnel qui essaye d'expliquer cet effet-là, et on explique cet effet en disant, au moment du parsing de la phrase, quand il y a déjà cabine, on a déjà entendu cabine, arrive un autre mot. S'il est similaire, il va avoir tendance à être stocké au même endroit dans la structure de la phrase qu'un mot qui est moins similaire. Et donc, confusion, interférence, basée sur la similarité. Et puis aussi une série d'études où on a montré en italien et en français et en anglais qu'on a même des effets encore plus fins de similarité grammaticale, tant sur le genre que sur le nombre. Qu'est-ce que c'est? Ben, on a par exemple une phrase ici en français, le serveur qui a surpris la danseuse ou le danseur, on manipule le genre de ce mot, buvait un cocktail alcoolisé. Okay. Ici, c'est même une structure relative sujet. On a fait la même chose avec des relatifs objets. On a le même résultat. Mais donc, une structure assez simple à comprendre. Le serveur qui a surpris la danseuse. Oui. Et on demande, est-ce que le serveur a surpris la danseuse ou le danseur? Les gens doivent dire oui ou non. Okay. Parfois, la question, c'est est-ce que la danseuse a surpris le serveur? Okay. Ben, là aussi, qu'est-ce qu'on a? Plus d'erreurs quand le serveur et le danseur sont tous les deux masculins. Et bon, ici, c'est vrai que c'est un peu perturbant parce qu'on a des morphèmes dérivationnels qui sont phonologiquement similaires, mais ça, c'est juste un mauvais exemple. Ce n'est pas du tout toujours le cas. Donc, plus d'erreurs quand les deux mots sont masculins ou féminins que quand un est masculin, un est féminin. Même chose avec le nombre. Si on a un singulier et un pluriel, plus facile que si on a deux singuliers ou deux pluriels. C'est renversant, je trouve, comme découverte. Enfin, en plus, on ne s'y attendait pas du tout, parce qu'en fait, on prenait d'autres mesures. Mais donc, on a ces erreurs systématiques d'interférence basées sur la similarité dans la compréhension de phrases qui sont simples par des natifs du français. C'était que des natifs du français. Tout ça pour dire que l'encodage d'informations en mémoire, et c'est ça qu'on fait quand on apprend une nouvelle langue, c'est ça qu'on fait tout le temps, repose sur un principe de similarité. Et ce rôle clé de la similarité, en fait, on le retrouve dans certaines approches cognitives de l'apprentissage. Il y a des théoriciens qui ont parlé de ça. Par exemple, les travaux de Gentner, mais aussi de Kurtz, et pas mal d'autres gens dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces travaux-là, sur l'analogie, en fait, où ce que ces gens ont montré, c'est que l'apprentissage de nouvelles connaissances, il va s'ancrer sur les connaissances qui sont déjà là, qui sont préexistantes. Et il va s'ancrer spontanément par un principe, justement, de similarité. S'il y a quelque chose de nouveau qu'on va apprendre, on va spontanément le relier à quelque chose qu'on a déjà dans notre tête et qui y ressemble. Et ce qui est joli, c'est qu'il y a des travaux, entre autres de mon collègue David Sander à Genève, en mathématiques, qui montrent que si on guide l'apprenant, lui, il travaille sur des enfants, mais si on guide l'apprenant à faire cet encodage analogique basé sur la similarité, en l'aidant à faire des comparaisons explicites entre ce qu'il sait déjà et ce qu'il va apprendre, ou entre deux situations de problèmes de mathématiques qui sont similaires, pour voir les similarités et voir les différences, eh bien, il voit un avantage chez ces enfants dans l'apprentissage des mathématiques. Et donc, il y a pas mal d'études aussi sur d'autres situations cognitives, par exemple l'apprentissage
dans la négociation. Il y a des très belles études là-dessus, qui montrent que l'encodage analogique, donc basé sur la similarité, il permet d'une part un encodage plus profond de l'information, avec une meilleure abstraction en fait de ce qui est commun, des structures et des schémas qui sont communs aux deux unités, potentiellement à la langue qu'on connaît et à celle qu'on est en train d'apprendre. Donc, il y a un meilleur degré d'abstraction des schémas communs. On a des effets évidemment développementaux là-dessus. Hein. Plus, chez les enfants, c'est plus difficile d'abstraire ces schémas. Ils ont d'autant plus besoin d'être guidés. On a une meilleure rétention de l'information à long terme. Il y a des études qui montrent ça. Quand on a mis les gens dans une situation où ils étaient guidés à faire cet encodage analogique, ils vont mieux mémoriser ce qu'ils ont encodé. Et puis aussi des meilleures capacités de généralisation ou de transfert à des situations qui sont nouvelles. Et ça, en fait, c'est la conséquence directe du fait que c'est un encodage plus profond et plus abstrait. Si l'encodage est plus abstrait, il permet une meilleure généralisation à des nouvelles situations qu'un encodage superficiel et concret. Donc, ah oui, une petite parenthèse aussi sur quelques études qui ont étudié les bénéfices de l'encodage analogique, cette fois spécifiquement dans l'apprentissage d'une L2. Mais en fait, ces études, elles reposent sur des mesures qui sont des mesures subjectives, en fait, où on va interroger les apprenants pour leur demander si, justement, est-ce qu'ils mettent en place des dispositifs, des stratégies d'encodage analogique. Et oui, il y a des données qui suggèrent qu'ils mettent en place des stratégies sur le plan du vocabulaire, faire des liens entre le mot que je dois apprendre et le mot que je connais déjà, des stratégies d'encodage au niveau de la phonologie et au niveau de la grammaire. Et en tout cas, subjectivement, les participants de ces études disent qu'ils ont l'impression que ça les aide à mieux apprendre et à mieux mémoriser la nouvelle. Donc, les recherches scientifiques montrent que, d'une part, toute nouvelle connaissance, par exemple une nouvelle langue, est encodée en relation étroite avec des connaissances préexistantes, par exemple la L1 ou une autre langue, à la fois au niveau cognitif et au niveau cérébral, et que guider l'apprenant dans l'identification de ce qui est similaire et de ce qui est différent facilite l'apprentissage. Ça, c'était pour le petit cadre théorique. On passe maintenant au domaine que vous connaissez très bien, qui est l'enseignement d'une L2. Il y a en fait, je pense qu'on peut clairement dire qu'il y a deux grandes tendances, deux grandes approches. L'approche que j'ai parfois entendu appeler standard, et je pense que c'est juste, même si ce n'est pas standard ici, qui va consister à séparer la L2 de la L1. Soit à carrément bannir la L1 de la classe, donc c'est ce que certains ont appelé l'approche Pareto, des approches en fait d'apprentissage direct en fait où on va forcer les apprenants à faire un lien direct entre une forme et une représentation sémantique qu'ils ont dans leur tête sans passer par la traduction de leur langue via leur langue maternelle. Ou bien la L1 n'est tout simplement pas exploitée, elle n'est pas bannie, mais elle n'est pas exploitée. C'est le cas de l'approche communicationnelle, l'approche actionnelle, qui ne va pas bannir cette langue, mais qui, en tout cas, n'exploite pas la présence de ces connaissances linguistiques. Il y a aussi des approches intéressantes, je ne sais pas si vous les connaissez ici, qui s'appellent en anglais Processing Instruction. Il y a eu une série d'études assez intéressantes, justement, avec une approche empirique. J'ai traduit ça instruction de traitement, où l'enseignant va guider l'apprenant en l'amenant à voir des patterns dans l'input langagier, et l'apprenant va du coup essayer d'induire par lui-même la règle qui sous-tend ces patterns. Mais de nouveau, il ne s'agit pas de passer par les connaissances préalables des langues de ces apprenants. Donc ça, c'est les approches standards. Et puis, il y a les approches multilingues qui vont consister à lier la L2 et la L1. Et là, c'est ici que ça se passe. Et donc, vous connaissez tous très bien ça. Et donc, parmi ces approches, il y a cette approche translangagière pédagogique, Pedagogical Translanguaging, qui va donc exploiter l'entièreté du répertoire multilingue de l'apprenant. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de débats et d'enjeux sociopolitiques autour de tout ça, que je vais mettre de côté, même si c'est potentiellement très intéressant. J'ai constaté aussi que
en fait, il s'agit beaucoup, peut-être que je me trompe, mais d'approches qui sont des approches théoriques, et je pense que c'est d'ailleurs la démarche classique en didactique, où des théoriciens vont faire des propositions, et puis l'un va proposer de faire comme ça, et l'autre va proposer de faire comme ça, et l'autre comme ça. Et donc, on va rester au niveau, finalement, d'une réflexion théorique avec peu de pont avec les modèles d'apprentissage des L2 et avec la science cognitive, mais aussi avec assez peu de validation empirique, où on essaye de faire ce qu'on appelle chez nous en orthophonie aujourd'hui, sur le modèle de la médecine, l'evidence-based practice, c'est-à-dire des pratiques raisonnées, on traduit ça pratiques raisonnées en français, c'est-à-dire des pratiques qui ont fait leurs preuves, où on a pu montrer que oui, c'est plus efficace de procéder de telle manière que de procéder de telle manière. Il y a quand même des études, évidemment. En particulier, moi, celles qui m'ont intéressée, c'est celles qui ont... C'est des études assez récentes, en fait, qui ont essayé de montrer l'efficacité de l'approche translangagière. C'est surtout des études sur des enfants dans des contextes de classe scolaire. Donc, il y a une jolie étude qui montre l'efficacité de la PTL dans l'apprentissage du vocabulaire d'une deuxième langue chez des enfants de 8-10 ans. Il y a une autre étude qui montre un effet positif de la prise de conscience de correspondance morphologique entre L1 et L2 sur la lecture, cette fois en L2, toujours chez des petits-enfants. Donc, vous voyez, c'est des petits-enfants, hein, 7-8 ans, on les fait déjà réfléchir sur des correspondances au niveau de la forme des mots, la morphologie. Une étude qui montre l'efficacité de la PTL dans le développement de la conscience morphologique de la L1, cette fois, le fait de faire ce travail de réflexion sur les correspondances de formes de mots, ça favorise la conscience morphologique en L1, et on sait que la conscience morphologique, c'est un des grands prédicteurs des capacités en lecture, hein, en L1, tout à fait indépendamment des débats sur le bilinguisme. Conscience phonologique et conscience morphologique, c'est-à-dire la capacité à manipuler les unités phonologiques ou les unités morphologiques, hein, rajouter un son, enlever un son, intervertir deux syllabes, tous ces jeux phonologiques, on sait que la capacité à faire ça, à manipuler ces unités, est le meilleur prédicteur de l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est potentiellement très utile pour les enfants, comment on les appelle, natifs. Mais il y a un nom que tu avais utilisé, je voulais retenir. C'est francophone qu'on dit? Francophone natif, alors ça, c'est un mot banal. Mais tu avais utilisé un mot intéressant, je ne me rappelle plus lequel. Bref, ah oui, et puis, parmi ces études, il y en a qui montrent l'augmentation d'attitudes positives face à l'apprentissage d'une L2, aussi face au multilinguisme, face aux différences culturelles, mais moi je me suis focalisée sur les langues, et une augmentation de l'enthousiasme lors de l'utilisation de ces pratiques langagières. Et c'est ce point-là qui va me faire transiter sur la question des émotions et des attitudes. Donc, comme tu l'as dit en introduction, finalement, c'est quelque chose qui a été globalement ignoré dans votre discipline, dans la nôtre aussi. Parce qu'en fait, en psychologie cognitive, on a toujours pensé, et moi en premier, que les émotions, c'était un truc, et la cognition, c'est autre chose. Et on découvre de plus en plus que c'est totalement faux et que les émotions jouent un rôle essentiel, en fait, dans la cognition, à tous les niveaux. Il y avait quand même déjà Krachen en 1978 qui avait parlé de ce filtre affectif. Il y a des travaux que j'avais trouvés aussi de Waal qui essayent de se baser sur justement des émotions positives. Mais en général, pour ce que j'en ai lu, c'est des approches qui sont assez peu théorisées. Il n'y a pas vraiment une théorie des émotions. Et il se trouve que dans le domaine des sciences affectives, qui sont souvent intégrées aux sciences cognitives, il y a des théories, en particulier une théorie des émotions en contexte académique, donc dans le contexte d'apprentissage des nouvelles connaissances, qui est une théorie développée par Pécroun et son équipe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais vous montrer ce schéma pour
pour vous dire que dans cette théorie, il y a toute une série de composantes essentielles dans les émotions. Donc lui, il s'est intéressé à ce qu'il appelle les émotions d'accomplissement dans sa théorie. C'est les émotions qu'on a à l'achèvement d'une tâche d'apprentissage. Et il va s'intéresser à ce qu'il appelle les antécédents des émotions. Et il va, sur base, en fait, toute sa théorie, elle est basée sur des données qui sont issues de réponses aux questions par des participants qui sont en général à l'université. C'est quasi toujours des universitaires. Ils répondent à des questions, ok, et des questionnaires avec des centaines et des centaines de questions qu'il va ensuite analyser pour voir quelles sont les questions qui se regroupent ensemble, okay, dont les réponses fonctionnent ensemble, pour essayer de trouver des concepts qui sont sous-jacents à toutes ces questions-là qui se regroupent ensemble, toutes ces questions-là qui se regroupent ensemble, et essayer d'identifier ensuite les relations entre ces concepts. Donc lui, il a identifié deux concepts clés, le contrôle et la valeur. D'ailleurs, on appelle sa théorie, sa théorie contrôle-valeur. L'idée de contrôle, c'est assez simple en fait, c'est l'idée d'avoir un certain contrôle sur le processus d'apprentissage. C'est un concept qui peut être opérationnalisé par différents types de questions. Et l'idée de valeur, c'est la valeur que l'apprenant va octroyer à son apprentissage. Donc ça, c'est les deux grands antécédents des émotions d'accomplissement. Il y a aussi des antécédents encore plus en amont, de nature individuelle, évidemment, mais aussi des antécédents situationnels sur, par exemple, la manière dont on va enseigner, la manière dont on va interroger, toute une série d'aspects liés à l'enseignement. Et puis, on voit que les émotions, elles génèrent la motivation. Donc, on a les antécédents des émotions, contrôle, valeur, qui génèrent des émotions d'accomplissement, qui elles-mêmes sont prédictives de la motivation. Ensuite, dans des papiers ultérieurs, il va montrer qu'on a des boucles de rétroaction, que la motivation, à son tour, va influencer les émotions, qui, à son tour, peuvent influencer le contrôle et la valeur que les apprenants vont octroyer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il existe un modèle très bien étayé, il existe des outils aussi validés de mesure des émotions, et c'est ces outils-là que nous, on va utiliser. Et donc, les observations clés de Pécroune et de ses collègues, c'est que le contrôle et la valeur prédisent les émotions positives. Plus il y a du contrôle, plus il y a de la valeur, plus les émotions seront positives. Que les émotions positives, donc joie, espoir, fierté, curiosité, surprise, augmentent la motivation, sachant que les émotions qu'il a identifiées, de nouveau, c'est des concepts, c'est des construits qui sont issus de la myriade de données qu'il a récoltées. Okay, il va dire, OK, telle et telle question, elles opérationnalisent un même concept que je vais appeler la joie. Telle et telle question, un même concept que je vais appeler comme ça. Donc, les émotions positives augmentent la motivation, tandis que les émotions négatives réduisent la motivation. Et enfin, la motivation prédit la réussite académique. Il a des données très intéressantes sur des milliers de participants, c'est de très, très grosses études de très large échelle qui montrent que la motivation, elle prédit la réussite académique. Deux mots sur les migrants forcés, puisque ils sont dans mon titre. Donc, les migrants forcés, c'est évidemment une population particulière. Beaucoup d'entre vous travaillent avec eux. Il y a une immense littérature et on en fait aussi l'expérience. C'est clair que c'est des gens qui sont parfois passés par des parcours de vie qui sont durs, qui a fait qu'ils ont aussi développé des capacités de résilience qui sont incroyables, parfois bien meilleures que des gens comme nous qui sont sujets à des petits troubles de la vie quotidienne, alors que finalement, on a un travail, on a une maison, on a une famille, on a un service de sécurité sociale. Donc, mais néanmoins, c'est clair que c'est des personnes qui ont une plus forte vulnérabilité émotionnelle. Et puis, ce que nous, on a montré dans une étude qu'on a faite assez récemment dans un grand échantillon d'enfants à Genève, on observe, mais ça a été rapporté dans la littérature, on observe malheureusement des difficultés cognitives et d'apprentissage chez ces enfants, chez les adultes aussi, qui sont évidemment pas liés au fait qu'ils sont moins malins que les autres, mais au fait qu'ils sont dans des situations de vie qui sont complexes. Donc, c'est une population particulière. Ah, ma batterie. Il faut que je branche mon truc. Je peux? Ah oui.
Oui. Du coup, je peux plus utiliser ça. Donc, j'en arrive à mon étude. Quelques mots sur cette étude. Euh, donc, on est parti de deux hypothèses. D'une part, sinon, on ne va pas pouvoir utiliser ça. D'une part, l'hypothèse que l'approche que j'appelle donc PTL, pédagogie translangagière, qu'elle va permettre de renforcer ce fameux encodage analogique qui est hypothétiquement le mécanisme cognitif qui sous-tend l'apprentissage des langues, et donc devrait faciliter l'apprentissage de la L2, mais aussi que la PTL augmente le contrôle et la valeur de l'apprentissage parce que dans une situation où l'apprenant finalement est en situation de réfléchir à sa langue, s'approprier en fait la nouvelle langue en la reliant à sa langue maternelle, c'est à mon avis un outil pour augmenter le contrôle et la valeur de l'apprentissage et donc les émotions positives et donc par effet indirect la performance d'apprentissage de la L2, puisque Pécrone a montré que si les émotions positives sont augmentées, la motivation est augmentée et donc la performance d'apprentissage est augmentée. Et donc, on a suivi deux objectifs. Le premier objectif dans cette étude pilote, ça va être d'évaluer la faisabilité de cette approche dans des classes de migrants adultes. Je sais très bien que vous avez montré la faisabilité de cette approche dans toutes sortes de contextes différents, surtout des enfants, je pense. Et donc, nous, on s'est posé cette question parce que c'est quand même des classes particulières. D'une part, sur le plan des enseignants, ça peut parfois être des enseignants qui sont non professionnels. Il y a beaucoup de bénévoles qui donnent des cours aux migrants. En tout cas, c'est le cas en Grèce. Je travaille avec ma collègue grecque. Une grande partie des enseignants qui enseignent aux migrants sont des non professionnels, donc des personnes qui n'ont pas de connaissances linguistiques qui font que c'est peut-être pas facile de guider des apprenants à réfléchir à leur langue maternelle si on n'est pas linguiste. Ils ne parlent en général pas la langue des apprenants, tandis que les études que j'ai rapportées juste avant, c'est toujours des études dans le cadre de classes bilingues, où finalement le prof, il parle la langue des élèves. Donc, ils ont tous les moyens du monde pour pouvoir communiquer. Sur le plan des apprenants, c'est des apprenants qui peuvent avoir des niveaux d'éducation qui sont assez bas, et puis, c'est souvent des classes, et nous, ce qu'on voulait essayer de montrer, c'est est-ce que c'est faisable dans des classes de débutants dans la L2. Et donc, le deuxième objectif, ça va être cette fois de prendre des mesures des émotions dans la classe de langue. Et donc, on a mesuré, on s'intéressait à deux questions en particulier. D'une part, quel est l'impact de la pédagogie PTL comparativement à la pédagogie standard? Là, on a une comparaison qui est peu canonique, qui ne respecte pas les standards de l'approche expérimentale, puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux apprenants d'évaluer leurs émotions à l'issue d'une classe PTL, et pour chacune des émotions, d'évaluer l'émotion qu'ils pensent ressentir dans la classe standard. Okay, donc, on n'a pas une paire minimale de comparaison cette mesure. Néanmoins, c'est une mesure informative. Et on s'est aussi intéressé à l'impact du type de migration et à son intégration avec la pédagogie, puisqu'on va avoir dans notre groupe de migrants, à la fois des migrants forcés et des migrants volontaires. Donc, quelques mots du protocole PTL. Donc, on a décidé de s'intéresser à la morphologie dérivationnelle. Tout le monde sait ce que c'est la morphologie dérivationnelle. Donc, c'est voilà, toutes ces petites particules de mots qu'on a dans beaucoup de langues, pas toutes. Mais donc, en français, c'est tout ce qui est suffixe et préfixe, qui sont donc, c'est à la fois des mots, mais c'est à la fois des mots avec des règles. Puisque une fois qu'on a compris que telle terminaison, elle signifie ça, ben, on peut généraliser cette connaissance à des nouveaux mots qu'on n'a jamais entendus. On a créé 15 cartes pédagogiques et je suis désolée parce que j'ai oublié, j'aurais dû les emmener, mais j'ai tout oublié. Je suis partie en étant malade, donc j'ai oublié les cartes. On les a faites en français et en grec parce qu'en fait l'étude, on l'a menée à la fois à Genève, un petit peu aussi en France, ici à Montpellier, et en grec, et en Grèce. Et puis, on a créé un protocole d'enseignement de 90 minutes qu'on a créé. À ce moment-là, j'étais en sabbatique en Grèce. On a beaucoup interagi avec des enseignants du grec pour les migrants. Et
Donc, dans ce protocole de 90 minutes, les apprenants vont être regroupés par langue, idéalement langue maternelle, mais L1, mais si ce n'est pas possible, une autre langue qu'ils partagent. Et on va leur demander d'utiliser maximalement des outils de traduction. Ça peut être Google sur leur téléphone ou des dictionnaires. Et puis, on a développé des activités de réflexion qui est guidée justement sur ces similarités et ces différences entre L2 et L1. Et donc, on va avoir une partie où ils vont réfléchir sur les points communs et les différences au niveau de la racine des mots, et une partie où ils vont réfléchir sur les affixes. On commençait avec une petite introduction où on expliquait qu'il y avait la langue maternelle qui était un peu la locomotive qui tire autant que possible des autres langues. On explique ça le plus simplement possible parce qu'on a des apprenants niveau A1. Ensuite, on donnait une illustration de la notion de famille de mots. On avait quelques familles comme ça où l'enseignant va simplement prononcer un certain nombre de mots en insistant sur la partie commune. Ça, c'est la famille bleue. Il y a passe, passer, repasser, dépasser, passerelle, en insistant sur la partie commune. Et puis, on leur présente une petite fiche, une première fiche d'activité avec un ensemble de mots qui tournent autour de la racine laver, avec chaque fois une illustration, des petites phrases. Ils les lisent tous ensemble, tout le monde répète ensemble. Et puis, on arrive à au premier exercice où ils vont réfléchir ils vont chercher en fait les traductions de chacun des mots de ce paradigme de laver dans leur langue maternelle. À ce moment-là, l'enseignant passe dans les groupes et demande aux personnes aux apprenants de dire le mot oralement. Si l'enseignant entend qu'il y a une partie commune, il n'a pas besoin de connaître le mot. Il entend qu'il y a une partie commune, il soulève ça à ses élèves. Il peut regarder aussi comment les élèves ont écrit le mot, même si c'est dans une écriture différente. On voit tout de suite quand il y a des parties qui sont visuellement similaires. Donc, ils traduisent. Ensuite, ils réfléchissent s'ils trouvent 3 ou 4 mots avec la même racine dans leur langue. Ils réfléchissent s'il y a d'autres mots dans leur langue avec cette même racine. Et puis, ils vont chercher en français, du coup, la correspondance de ces mots-là. Et voir si, en français, ils font aussi partie du même paradigme du mot laver. Donc, ça, c'est une première activité. Ensuite, on passe à la partie sur les suffixes. On reprend l'ensemble des mots. On met en évidence le début et la fin, donc le préfixe et le suffixe. Et puis, on va choisir de travailler seulement sur 3 ou 4 affixes. Ça dépend un peu du niveau. On a des fiches de différents niveaux. On a fait un petit travail de symbolisation de la signification des terminaisons de mots. Donc, on exploite des symboles. Ça, c'est pas strictement, c'est pas intrinsèquement lié, évidemment, à la démarche. Et puis, on va de nouveau leur donner un certain nombre de mots qui ont le même suffixe ou le même préfixe. Ils vont chercher dans leur langue, ils vont réfléchir, est-ce qu'il y a aussi cette partie commune dans leur langue ou pas? À la fin de la leçon, on va présenter des questionnaires. On a un questionnaire pour les enseignants et un questionnaire pour les apprenants. Pour les enseignants, on va mesurer un certain nombre de variables individuelles liées à leur formation. Est-ce qu'ils ont été formés pour être enseignants de français langue étrangère ou de grec langue étrangère? Des questions sur leur pratique d'enseignement. Est-ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer la PTL? Et puis des questions sur leur attitude face à la leçon qu'ils viennent de donner. J'ai oublié de préciser, c'est les enseignants eux-mêmes qui donnaient cette leçon. Et donc, on les formait pendant 1 heure et demie, 2 heures à cette leçon, pas plus. C'était aussi ça un peu le challenge. Est-ce que ça va suffire de les former avec un si court temps de formation? Ensuite, des questions sur les attitudes. On a posé un certain nombre de questions qu'on a regroupées dans des indices. Indices de plaisir à enseigner, de facilité à enseigner, de plaisir des apprenants, de facilité des apprenants. Est-ce qu'ils pensent que ça a été agréable et facile pour les apprenants? Et puis de bénéfices pour les apprenants. On a fait passer des questionnaires aux migrants. Donc, ici aussi, un certain nombre de variables individuelles, l'âge, niveau socio-économique, niveau d'éducation, multilinguisme,
Un certain nombre de questions sur leur maîtrise de la L2, parce qu'on s'intéressait en fait, est-ce que ces différentes variables, est-ce qu'elles vont influencer leurs attitudes face à la langue ou leurs émotions? Le niveau de la L2, le nombre d'heures d'enseignement, c'était des fourchettes, les opportunités qu'ils ont de pratiquer la L2. Le type de migration, on avait deux questions. Est-ce que vous vous êtes senti forcé de quitter votre pays? Oui, non. Est-ce que vous vous êtes senti menacé physiquement? Oui, non. Des questions sur la familiarité avec la PTL. Donc, est-ce que vous vous asseyez, est-ce que vous pouvez échanger avec votre voisin s'il parle la même langue que vous pendant la leçon? Est-ce que tu utilises le dictionnaire? Donc, des questions liées à ça. Et puis des questions sur est-ce que, c'est donc à la fin de la leçon, est-ce que vous avez l'impression que votre langue ressemble au français? Okay, on avait chaque fois des échelles en fait de jugement. Et on va voir que cette variable-là, qui est la similarité perçue, évidemment, elle va être en fait prédictive de leurs attitudes. Et donc, on va ensuite mesurer leurs attitudes. De nouveau, trois indicateurs qu'on va former à partir de plusieurs questions sur le plaisir à comparer L1, L2, la facilité à comparer L1, L2 et les bénéfices. Donc, tout ça, c'est des bénéfices évidemment subjectifs de cette comparaison. Ensuite, on leur présentait aussi un questionnaire sur les émotions qu'on a traduit dans 14 langues, puisqu'évidemment, les émotions, c'est des termes subtils, donc il faut que ce soit dans leur langue. On a utilisé des questionnaires existants, utilisés par l'équipe de Pécroune. Et donc, on a posé des questions sur deux grands types de questions, des émotions d'accomplissement, des émotions d'accomplissement, donc espoir, fierté, joie, qui sont des émotions positives, désespoir, colère, honte, des émotions d'accomplissement négatives. Mais on a aussi posé des questions sur les émotions épistémiques, qui sont plus, d'après ces auteurs, plus strictement liées à la connaissance elle-même qui est acquise. Donc, surprise, curiosité, excitation, et confusion et frustration. Et puis, il y a deux autres émotions qu'on a testées aussi. Dans la littérature, elles sont en général considérées comme à la fois d'accomplissement et épistémique. Deux mots de nos participants. Je vois le temps qui passe. Effectivement, j'ai pensé qu'une heure, c'était immense, mais finalement, En fait, c'est pas donc ça. Mais, donc, on avait 141 participants qu'on a testés à Genève, en Grèce et en France. En Grèce et en France, c'était des personnes qui apprenaient le grec comme deuxième langue. Âge moyen 39 ans. Plus ou moins classe moyenne, avec une variation des gens qui se sont décrits comme pauvres jusqu'à classe moyenne supérieure. En moyenne, 12 ans et demi d'années d'éducation, mais avec une très grosse variabilité, de 0 à 18 années de scolarité. 40 pays d'origine, 30 langues parlées. Grosse variabilité aussi dans le multilinguisme. En moyenne, ils parlaient 2,8 langues de plus que leur langue maternelle, mais ça varie de 1 à 7. Le temps passé dans le pays de la L2 aussi, entre 1 et 20 ans, avec une moyenne de 5 ans. Le nombre d'heures de cours, très variable aussi, entre 200 et 500 heures pour la majorité. Et puis, pour ce qui est de l'opportunité de pratiquer la L2, la majorité vont dire parfois, mais ça va entre jamais et souvent. Et enfin, niveau de L2, ça va de A1 ou moins, donc 85 personnes qui ont A1 ou moins, 31 qui ont A2, donc la grande majorité sont A, et puis B1, B2, 20 personnes, et C1, une personne. Okay, donc plutôt des niveaux débutants. Et là aussi, 80 personnes qui se sont décrites comme des migrants forcés et 58 personnes comme étant menacées physiquement. C'est un sous-ensemble des migrants forcés. Alors, les enseignants, on avait 13 enseignants qui ont donné 23 leçons en tout. Et sur les 13, il y en avait 7 qui étaient des professionnels et les autres qui étaient donc des non-professionnels. On les a formés 90 minutes sur le protocole PTL. Et voilà les résultats du questionnaire d'attitude pour les enseignants. On avait des échelles de 0 à 5, de 1 à 5, pardon. Et on voit qu'on a donc des scores extrêmement élevés, donc tous au-dessus de 4 pour l'ensemble des 5 indicateurs. Que ce soit la facilité ou le plaisir à enseigner,
mais aussi leur estimation des bénéfices pour les apprenants, de leur facilité et de leur plaisir à apprendre. Ça, c'est des données descriptives. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas, quand on a examiné séparément les affixes des racines, donc leurs évaluations, parce qu'il y avait des questions qui portaient sur l'enseignement des affixes et sur l'enseignement des racines, on voit que les affixes ne sont pas plus difficiles à enseigner, ne sont pas, d'après eux, plus difficiles non plus à apprendre. Les affixes, c'est évidemment plus abstrait. Et on voit qu'il n'y a pas de différence sur aucun de ces indicateurs entre les enseignants professionnels et les non professionnels. De plus, tous les enseignants ont considéré la formation de 90 minutes à 2 heures suffisante, ce qui est assez encourageant puisque c'est court, évidemment. Et puis, tous les enseignants ont aussi indiqué qu'ils souhaiteraient utiliser du matériel PTL dans les cours par la suite. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. En ce qui concerne les apprenants, on a des scores qui sont un petit peu en dessous de ceux des enseignants, mais néanmoins tous assez bons, donc au-dessus de 3, tant pour la facilité à apprendre que les bénéfices et le plaisir à apprendre. Ce qui est intéressant, c'était de regarder comment ces 3 indicateurs vont varier en fonction des différentes variables qu'on a mesurées. Et voilà ce qu'on a trouvé. Donc, on a trouvé que la proximité perçue entre L1 et L2 influence positivement ou elle prédit positivement la facilité à apprendre et l'estimation des bénéfices par les apprenants. Plus ils jugent leur langue proche de la L1, plus ils disent que c'était facile et plus ils pensent que c'est utile pour eux. Et par ailleurs, on a aussi 2 prédicteurs négatifs, la pratique, l'opportunité de pratique de la L2 et le niveau socio-économique. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que plus le niveau socio-économique est bas, plus ils ont trouvé facile d'apprendre de cette manière-là et plus ils ont eu du plaisir à apprendre. Et moins ils ont l'occasion de pratiquer la L2, plus ce chiffre est bas, plus ils ont de la facilité à apprendre et du plaisir à apprendre. Okay. Donc, c'est ceux qui ont le moins l'occasion de pratiquer la langue qui semblent bénéficier le plus, en tout cas en termes de facilité et de plaisir à apprendre de la PTL. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a trouvé que le plaisir était plus bas chez les migrants forcés. Mais en fait, ce résultat est entièrement tiré par les données qui viennent de Grèce. Les migrants forcés en Grèce sont une population particulière parce qu'en général, ils ne veulent pas rester en Grèce, donc ils sont en transit là en Grèce. Donc peut-être que c'est lié à ça. Et on a constaté aussi une tendance à avoir des indicateurs plus bas pour les migrants forcés pour la facilité. Mais ça n'est qu'une tendance statistique. Regardons les résultats pour les émotions. Alors ici, on a aussi un très joli effet. Je vous rappelle qu'on n'a pas un contrôle expérimental pur et dur. Donc, ils ont estimé à la fin de la leçon leurs émotions lors de cette leçon et leurs émotions lors d'une leçon classique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un effet significatif, une réduction significative des émotions négatives quand ils ont utilisé la PTL par rapport à la standard. On voit une petite tendance, mais non significative, à avoir des émotions positives plus élevées pour la PTL que pour l'approche standard. C'est très joli. Et si on regarde spécifiquement chacune des émotions, plutôt que de mettre ensemble toutes les négatives et toutes les positives, j'ai mis dans ce graphique uniquement celles qui montrent des effets de la pédagogie. Et on voit qu'on a donc une réduction. Donc en bleu, c'est la pédagogie translangue et en rouge, c'est la classique. Donc on voit que bleu, c'est toujours un petit peu plus bas pour la colère, l'anxiété, le désespoir et la frustration. Donc à la fois des épistémiques et des émotions d'accomplissement. Et on voit un effet quand même significatif quand on regarde sélectivement 2 émotions positives, à savoir la joie et la curiosité. Effet positif de la PTL. Et enfin, un dernier graphe qui montre cette fois l'interaction entre le type de migration et le type de pédagogie. Que nous montre ce graphe? Donc, on a ici cette fois en rouge, toujours la pédagogie standard, en bleu, la PTL. Et puis, on a la colonne de gauche, les migrants forcés,
de droite les migrants volontaires pour la joie. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que l'effet de la pédagogie, la plus grande joie ressentie en PTL qu'en standard, on l'observe que chez les migrants forcés, pas chez les volontaires. Okay. Autrement dit, la pédagogie PTL semble tout particulièrement favoriser la joie chez les migrants forcés. Ici, on a aussi, on a en fait un effet simplement, non plus de la pédagogie, c'est un effet simple du type de migration. On voit que l'espoir est plus élevé chez les migrants forcés que les migrants volontaires, mais on voit aussi que la honte est plus élevée chez les migrants forcés que chez les migrants volontaires. Donc ça, c'est des effets du type de migration, mais indépendants de la pédagogie. Je m'excuse, j'ai encore un tout petit graphe que je vous ai présenté comme ça, mais ça vous intéresse sans doute pas vraiment. Mais pour les gens qui travaillent sur les émotions, on a un effet intéressant du type de migration sur les émotions d'accomplissement. Donc, je vous rappelle, ces émotions d'accomplissement, c'est les émotions comme la fierté qui sont liées, la fierté, l'espoir, qui sont liées à la réalisation, l'achèvement de la tâche d'apprentissage. Et on voit qu'ils sont plus élevés, qu'elles sont plus élevées chez les migrants forcés que les migrants volontaires, ce qui est assez joli. Voilà, j'ai presque fini. Je m'excuse, j'ai un peu mal calculé mon temps. Ceci dit, on a commencé aussi un peu en retard. Mais j'ai le tout petit bonus, le coup d'œil que je veux vous donner. Parce que je n'ai pas arrêté de vous dire, on n'a pas une comparaison expérimentale pure et dure. Et c'est vrai. On a lancé cette immense étude en ligne, qu'on a appelée étude Panorama des émotions. On a pour le moment 323 participants migrants. Et ce qu'on trouve, c'est d'une part une validation du modèle de Pécrone. Donc, avec les données qu'on récolte dans cette population particulière de migrants qui sont en train d'apprendre une langue étrangère, on voit que le contrôle et la valeur prédisent les émotions et les émotions prédisent la motivation et la régulation de l'effort. Exactement comme Pécrone l'a montré sur des étudiants universitaires dans des classes à l'université. Et puis, ce qui est joli aussi, c'est qu'on a un impact. Parce que parmi les questions qu'on leur pose, on leur posait des questions sur le fait qu'ils utilisent ou pas des outils translangues dans leur classe. Okay. Et ce qu'on voit, c'est ceci. Donc, on a ici les effets des pratiques langagières. On a un effet positif de l'utilisation de pratiques langagières sur le contrôle. Un effet positif sur la valeur, donc c'est des effets qui sont significatifs statistiquement. On a un effet positif sur les émotions positives, c'est-à-dire quand il y a plus, quand les gens ont dit oui, j'utilise toutes sortes d'outils translangues, ils ont des émotions plus positives et ils ont des émotions négatives moins importantes, effet négatif sur les émotions négatives. Donc ça réduit les émotions négatives, ça augmente les émotions positives. Et puis on a un effet positif sur la motivation intrinsèque aussi, et puis, et puis rien sur le reste. Enfin, c'est quand même très joli comme données, étant donné que là, on a vraiment des données qui sont issues d'un questionnaire qui est validé. Voilà. Donc, pour conclure, par rapport à la faisabilité de la PTL dans les classes de migrants, bah, clairement, pour les enseignants, c'est facile, agréable et utile pour les apprenants, même s'ils n'ont pas eu de formation en linguistique, même s'ils ne parlent pas la L1 des apprenants, et même pour enseigner des concepts qui sont plus abstraits, comme c'est le cas des affixes. Pour ce qui est des apprenants, assez facile, assez agréable et utile. Mais ce qu'on trouve aussi, c'est que c'est plus facile et utile s'ils jugent leur L1 proche de la L2, que leurs jugements sont indépendants de leur niveau d'éducation. Ça, je pense, c'est important aussi, parce que souvent, moi, on m'a dit, oui, mais tu ne peux pas faire réfléchir des migrants qui n'ont pas été à l'école sur la langue. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a plein d'études sur les enfants de 7-8 ans qui montrent déjà qu'à 7-8 ans, ils sont capables. Ce n'est pas une question d'avoir été à l'école. C'est une question de bien s'y prendre pour les faire réfléchir. C'est indépendant de leur niveau de L2. On a vu qu'il n'y a pas d'effet du niveau de L2 et on a vu que ça marche avec des migrants débutants. Et on a vu aussi que c'était plus facile et agréable s'ils ont une faible pratique de la L2 et s'ils ont un faible niveau socio-économique. En ce qui concerne les émotions ressenties, on a vu une réduction des émotions négatives dans la classe PTL, en particulier la colère, l'anxiété, la frustration, le désespoir. On a vu que les émotions positives étaient augmentées dans la classe, en particulier la joie et la curiosité. Et on a vu que les migrants forcés ressentent de plus fortes émotions d'accomplissement que les migrants volontaires. Et évidemment, tout ça
n'a rien dit sur l'efficacité de la thérapie, de l'intervention pédagogique pour l'apprentissage de la L2. Et c'est ça qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. On a deux recherches. Une recherche dans des classes qu'on va bientôt lancer, avec cette fois un protocole expérimental contrôlé le plus propre possible, mais avec quand même toute la variabilité des classes. Et donc, en parallèle, on va mener une recherche de laboratoire, comme j'aime bien, parce que j'ai le contrôle sur toutes les variables, dans laquelle on va faire apprendre à des francophones une petite langue artificielle et essayer d'étudier de manière maximalement contrôlée l'efficacité de ce magnifique outil que tu as développé. Du coup, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.